ça. Bon, ben, on est arrivé, ça y est? Ça y est, on est arrivé à Samash. Ah, il y a Grégory là-bas. Voilà, on va aller voir Grégory du coup, il est déjà là. Bon, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On vient d'arriver à l'usine Samash. C'est immense, j'ai hâte d'aller découvrir tout ça. On va aller rejoindre Grégory que vous avez vu dans la vidéo du tour des fermes en Pologne. Il est là, il nous attend. Salut Arthur, ça fait plaisir de te voir. Ça va Grégory, Nicolas? Ça va bien? Bon, c'est quoi le petit programme? Alors le petit programme, pour commencer, on va visionner des vidéos. D'accord. Sur l'histoire de la marque pour vous montrer les machines en plein travail et puis une courte visite de la production. Après, on va essayer de vous ouvrir toutes les portes pour que vous puissiez voir tous les process. Okay. Comme ça, vous allez vraiment avoir un accès libre à tous nos petits secrets. C'est ça. Top. Tout ce qui va être ingénierie, développement, recherche produit, amélioration continue, toutes ces choses-là, on va avoir accès. Ok, bah super. Et bah allez, on est parti? On est parti. On y va. Allez, vas-y, je te laisse passer. Merci. Hop. Voilà, du coup dans le hall d'accueil de Samash, c'est là où généralement le lobby où tout ça va se passer. Et là on peut voir ici derrière la première machine faite par Antoni Stolarski, le fondateur de Samash, parce qu'à l'origine Samash ça veut dire Stolarski Antoni Mash machine en polonais. Et voilà, il a fait un ramasse-patate à l'époque et il a commencé par ça en 1984, ce qui fait que l'usine a un peu plus de 40 ans à l'heure d'aujourd'hui. Ah bah c'est chouette. Bon, et ben on va aller rejoindre le reste de l'équipe. Je fais 2-3 vues dans le petit hall et on est parti. Truck, a cute girl in shorts shaking her butt, drinking moonshine till the sun comes up. Well, I think I might just throw up. Honey, honey, don't play games with me. I ain't here to just look pretty. I got dirt and lead running through my veins. No, I ain't easy. I'm gonna put on my lipstick, lace up my boots. Voilà, là je te présente un peu, ça c'est le hall, on va dire, où on a toutes les salles de réunion. On a une partie ici, là-bas on peut aller à la cantine. C'est là où on se réunit généralement entre temps midi et 2 pour discuter un peu, échanger entre nous. Et là je te fais avancer, on va aller voir ce qui se passe dans les bureaux. Du coup on a le premier bureau qui est ici. Cześć. C'est le bureau en fait de tout ce qui va être pièces détachées. On va voir la direction qui est au fond, direction des pièces détachées. Là on a les personnes qui vont travailler pour la Pologne. Pièces détachées Pologne, parce que ce qui reste quand même le plus gros marché. Et ensuite là on a des personnes qui sont en pause à ce moment-là. Mais non, on a tout ce qui va être sur les pays étrangers en fait, via nos filiales et via pour l'export, c'est ça. Cześć. Oh, elegancki. Bonjour monsieur. Putain, le beau gosse. Hello. Cześć, hello. Quite fine. Fine, wait, still. Hi, nice to meet you. Hello. Là on est dans le bureau marketing. Hi, nice to meet you. Andrea. Voilà, du coup en fait c'est là où normalement on peut avoir jusqu'à 9-10 personnes qui vont travailler à temps plein en marketing. On va voir que ce soit la conception aussi, tout ce qui est visuel, digital, marketing aussi beaucoup. Où c'est là où en fait le pôle marketing va faire. C'est une des rares usines en Pologne à avoir autant de personnes dans le marketing, c'est ça. Tu vois qu'il y a déjà 9 postes ici. On a là Agnieszka qui est la directrice marketing de Samash. True. I'm gonna put on my lipstick, lace up my boots. This ain't no picnic. Got things to do. Et là, on arrive dans le bureau, tout ce qui va être export en fait. Tout ce qui est vente. Là, la partie gauche, on va voir tout ce qui est vente de nos machines communales, municipales. On a la partie Pologne et là, à partir d'ici, on va avoir tous les bureaux pour l'export. Tous les marchés, on va avoir la filiale américaine, on va avoir tout ce qui va être tous les pays en fait dans lesquels on vend dans plus de 70 pays différents. D'accord. Voilà.
Du coup, on peut avoir Grégory qui lui va être directeur des marchés francophones, ce qui va être France, Suisse, Maghreb, etc. Sergio pour tout ce qui va être Amérique du Sud. Mister Boraski là-bas pour ce qui est les États-Unis. Voilà. Et après là-bas on a des marchés comme la Finlande, les pays de l'Est, Slovaquie, toutes ces choses-là. Ok, bien structuré. Ouais, c'est ça, on essaie d'avoir un open space comme ça. En fait, tout va être, même si chacun bosse pour un marché, on a la chance de pouvoir s'entraider ensemble, même vis-à-vis de la Pologne, demander si, par exemple, c'est tout bête, on a besoin d'une machine, on peut s'échanger les choses. On essaie de on bosse tous pour la même marque, on va faire en sorte d'avoir de s'entraider en fait, c'est ça, c'est ça la force. On n'est pas mis en concurrence à un marché contre l'autre. Au contraire, on essaie de s'entraider au maximum. Et là-bas, après, on a le bureau du directeur commercial, Carole, mais il n'est pas là. Du coup, là, on va arriver dans le bureau. En gros, c'est tout ce qui va être développement, recherche produit, on va dire amélioration en continu. En fait, c'est la liaison entre le pont ingénieur et le pont commerce. En fait, parce que nous, on entend ce qu'on voudrait et ce qui est possible de faire vis-à-vis des ingénieurs. Voilà, c'est vraiment la liaison entre les deux. Ils vont essayer de faire au mieux pour ce que ce soit possible, réalisable, manufacturable, mais aussi de voilà ce qui va bien vendu, comment faire, si ça, voilà. C'est vraiment la liaison des deux. Et si tu peux regarder un petit peu là-bas. Par exemple, là, ça va être un peu, là, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui va être nouveau design, modernité. On est en train de travailler sur des nouveaux angles, en fait, on a des machines on sait qu'elles fonctionnent, mais peut-être qu'on pouvait un peu pêcher, c'était le design, la beauté de la machine. Et maintenant, ça commence à changer, on essaie d'avoir des capots, c'est ça, voilà, des capots vraiment pas taillés à la serpette polonaise, c'est ça, voilà. Un truc qui va être quand même plus design, tout en gardant les capacités techniques et savoir que ça fonctionne bien. D'accord. C'est intéressant ici. Pas conforme aux normes, tu as ça dans les bureaux d'études, il y a directement une alarme qui se déclenche et la machine d'elle-même va rectifier pour arriver à un micron près si tu veux. Ah ouais, d'accord. C'est la machine qui voit si la pièce elle est pas bonne par rapport à ce qui est fait au bureau d'études. Comme ça, il y a les ingénieurs, si tu veux, qui vont passer toutes les données par rapport à la pièce qui va être produite. Dès qu'il y a un écart par rapport à la conformité, par rapport aux dimensions souhaitées, directement il y a une alerte qui va s'enclencher et le robot automatiquement va rectifier le tir pour avoir des dimensions parfaites. Ok, et après il fait remonter... C'est ça, faire remonter l'information. Si la faute se répète, l'ingénieur en question vient ici sur place pour essayer de débattre, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le problème amélioration. ne se reproduise plus. Ok. Du coup voilà, ça c'est le dernier investissement, le plus gros investissement de Samash, le dernier, ce nouveau hall d'automatisation de découpe. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre acier qui vient de Suède est placé dans des racks derrière. En fait, on a des armoires, on a 300 armoires d'une capacité de 3,5 tonnes chacune. En fait, les plaques d'acier vont être mises automatiquement dans les racks derrière qu'on pourra mieux voir à la caméra après. Elles viennent être mises par des robots dans les ateliers de découpe plasma laser. Vous voyez, regardez, là il y a la planche qui s'en va. En fait, là, cette plaque d'acier vient de finir d'être découpée. Hop, elle part directement automatiquement là, où ça va être ensuite trié. Ah ouais, il y a une autre table en dessous et l'autre elle va partir. En fait, c'est pour que ça puisse travailler en 24/24. Il y a deux tables sur un robot. Ça va venir s'empiler. Il va y avoir une nouvelle plaque d'acier complètement vide qui va être mise pour être la découpe. Celle-ci, une fois que c'est fini, que toutes les pièces ont été découpées, elles vont être prises par des robots
les robots pneumatiques, ça va prendre les pièces, les chutes vont être envoyées directement au recycling. En fait, on va tout réutiliser aussi après. On essaye d'éviter écologiquement aussi et financièrement toutes les pertes. Du coup, voilà, les pièces vont venir être mises ici, déposées par les petits robots qu'on voit. Les robots qu'on voit. Ensuite, et après, les pièces, elles sont amenées aux opérateurs. Ces pièces sont remises dans les armoires, dans les entrepôts qui sont derrière. Et certaines pièces vont être remises, comme par exemple le robot que tu as pu voir là-bas. En gros, ces pièces-là, déjà à moitié usinées, découpées, vont être mises automatiquement près des robots. Les robots vont les prendre, vont les cintrer, vont les plier, vont faire dernières améliorations dessus. Et après, elles vont être mises dans les armoires qui vont être prises ensuite. Voilà, là on voit, les robots viennent chercher directement les pièces. Ok, je vais aller filmer la découpe là-bas. La découpe, il y en a pour plus longtemps. Non, quoi que. Voilà. Donc là, ça la ramène dans les étagères. Là. Ça la ramène sur une autre palette, et quand la palette est complète, ça part dans les étagères. Hop, ça prend le morceau. Sors-moi le drone. Hold tight. Keep your eyes on the prize. Are you wide awake? Counting the stars, or just starting in the dark? Des tubes vraiment des gabarits qui sont énormes. Et ça, en fait, on va pas venir plier la pièce, parce qu'en fait, quand il vient venir plier l'acier, il va y avoir des micro-craquelures, des micro-fissures dedans, et du coup, ça va être beaucoup plus faible. Là, on a une cintreuse qui est la classe ultra lourde, en fait, la deuxième plus grosse de ce qu'on peut trouver sur le marché, électrique. Elle va venir nous permettre de produire, de cintrer, parce qu'en fait, du coup, il y a quelque chose qui vient dedans, et ça va vraiment venir déformer la pièce, la cintrer, pour que ce soit en temps de mesure. Et voilà, ça, c'est le type de pièce, grosse pièce, qui va servir sans doute pour un châssis dans des heures. Voilà, c'est ce qu'on arrive à cintrer avec ce genre de machine. Et elle avait déjà été découpée au laser. C'est ça, voilà, découlée au laser, donc voilà, elle vient d'être mise, hop, on la cintre, et après elle va pouvoir directement partir. La machine pèse 55 tonnes. Et aussi, les outils que tu mettras sur la machine pèsent plus ou moins 700-800 kg. D'accord. C'est le poids d'une petite voiture. Cintrer, on va avoir les pièces directement, les profilés ronds qui arrivent, qui vont être mis dans ce genre de machine, parce qu'on essaie d'intérioriser le maximum de pièces, de faire tout de A à Z au maximum possible. Du coup, c'est ce qu'on investit. Plus de machines, plus d'entrepôts pour faire tout en interne, maîtrise des coûts et maîtrise des pièces, maîtrise des machines. Voilà, en fait, ces tubes-là vont venir être cintrés, et une fois vont ressortir, voilà, directement, ça va être mis encore une fois dans les armoires. Chaque pièce est étiquetée. Chaque pièce, donc en gros, sur l'ordinateur, on peut savoir où est chaque pièce. Dans quelle armoire, sur quel poste, si elle a la soudure, si elle a l'assemblage, si elle a la peinture, on va savoir en temps réel où est chaque petite pièce, c'est ça. Et ça, par exemple, c'est quoi comme pièce? Ça, à mon avis, ça va être les capots qu'on peut retrouver devant les faucheuses. Ah oui, d'accord. Et vous faites aussi, du coup, tout ce qui est pliage des petits tubes pour les tuyaux hydrauliques? Comme on a vu avec la cintreuse pour les châssis, ou des petits pliages vraiment pour de l'hydraulique. D'accord. Super intéressant. Voilà, ah ouais, là on voit, il y a le gars, il est en train de préparer les embouts et tout. Super. Et ça, c'est l'hydraulique qu'on va retrouver sur nos faucheuses. Vous essayez vraiment de faire tout vous-même. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil des temps, des fois, problème d'approvisionnement, problème de fournisseurs, ces choses-là, on n'a pas la maîtrise des coûts, pas la maîtrise des délais. On s'est dit, on va faire tout de A à Z le maximum possible. Bon, évidemment, hormis un peu l'électronique aussi, voilà, peut-être pas. Mais on essaye de faire au maximum en interne, petites pièces, acheter le moins ailleurs, et ce qui nous permet vraiment d'être efficace dans la production.
Samash, une presse d'une capacité de 500 tonnes qui a été, on a en dessous en fait pour la faire venir dans cette usine, on a dû la faire passer par le toit. On a ouvert le toit pour venir la déposer. Elle est sur un socle de béton creusé à plus de 2,50 m pour éviter tout ce qui va être vibration et défaut dans la machine. Voilà. Et c'est là où on peut venir emboutir les pièces. On a des plaques d'acier qui ont déjà été usinées, enfin découpées, qui vont être mises dans le moule pour former les assiettes. D'accord. Voilà. C'est vraiment par la pression que ça leur donne la forme. C'est ça, exactement. En fait, tu as le moule, tu as les deux mâchoires, tu vois bien là, Ah ouais. la plaque d'acier, hop, c'est embouti et ça ressort sous forme d'assiette. Ok. Du coup, en fait, on arrive c'est vraiment le cœur de la machine, le cœur de Samash, c'est notre lamier. On est réputé pour ça, on est fiers de notre lamier. Du coup, c'est là où toute la magie opère, si je puis dire. On a tout ce qui va être tour CNC, qui ont des opérateurs. On essaie de ne pas mettre des stagiaires, évidemment, mais des opérateurs qui sont là depuis très longtemps. Ils savent ce qu'ils font, ils connaissent par cœur leur machine, ils connaissent par cœur leur métier, pour avoir en fait des lamiers où on n'a pas d'erreur dessus. Si vous regardez, voilà, c'est là où sont fabriqués les coques de nos lamiers. Ok. Donc là, ça travaille pas à chaud comme un plasma là. Non, c'est ça. En fait, tu vois, regardez, en fait, il y a des palpeurs qui vont venir mesurer au micron la circonférence, les tailles, voir si c'est bien usiné ou pas. Et après, c'est encore le contrôle qualité. En fait, on a des contrôles qualité à peu près partout dans l'usine, à chaque étape de process de fabrication. Voilà, hop, le palpeur vient mesurer. Si le trou est bon, c'est bon. Sinon, ça va devoir le réusiner. D'accord. Voilà, pour rentrer dans les cotes. Donc tous les lamiers sont fabriqués ici. Tous les lamiers, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est le lamier Samash. Tous nos lamiers sont fabriqués ici, on en fait aussi pour d'autres sociétés, mais tout est fait en interne. Voilà. On arrive au contrôle qualité de Samash. Si on a des personnes qui travaillent ici, c'est pour toutes les pièces qui ont, comme on a vu, ont été découpées, un petit peu usinées, pliées, cintrées. Elles vont venir passer, échantillons, mais la plupart des pièces sont quand même ici, mises, pour qu'on va venir regarder avec tous les outils de mesure, vérifier que ce soit des fois au micro, la bonne taille de machine pour qu'on puisse, ces pièces-là puissent partir, ce qui va être soudure, assemblage. D'accord. Voilà. En fait, là, on a des pièces brutes. Comme je disais, on a beaucoup de contrôle qualité, de la plaque d'acier. Voilà, là, c'est la pièce qui est déjà usinée, on va dire, mais qui n'est pas assemblée. Elle va venir être contrôlée, mesurée, si tu regardes un peu. Voilà. C'est des lots de pièces qui sont... C'est ça, voilà. D'accord. Par exemple, on prend des échantillons de pièces, on va avoir 100 pièces, on va regarder quand même un certain nombre d'échantillons. Elles vont être mesurées, si tout est bon, ça part à la suite. Et si par contre, c'est un mauvais, on essaie de savoir pourquoi, on retourne à la pièce. Mais grâce à l'usine connectée, comme on a pu le voir là-bas sur les machines, en fait, on sait déjà si la pièce va être bonne ou pas. Parce que l'opérateur, en fait, les machines, c'est plus l'opérateur qui va contrôler si sa pièce est bonne ou pas, c'est la machine. Il y a des capteurs, des lasers, et voilà. Et en gros, même si l'opérateur qui usine la pièce va se dire c'est pas grave, je m'en fiche, il y a un petit défaut, voilà, ça va sonner dans le bureau des ingénieurs à l'étage du contrôle qualité, ils vont pouvoir aller directement le voir sur la machine. Ah mais regarde, là tu as eu un lot de 3 qui ont dépassé un peu de 3-4 microns, des choses comme ça, et c'est là où on va le voir. Du coup, en gros, on sait déjà que nos pièces qui sortent sont déjà bonnes, mais on fait quand même un deuxième contrôle dessus. Là, tu peux venir ici où il y a un palpeur en fait. Bonjour. Du coup, là, c'est une pièce qui est chauffée à une certaine température constante pour la dilatation de l'acier. Et on va venir mesurer avec le palpeur. Voilà, du coup, les lamiers sont usinés là-bas. Et pour les souder, parce qu'on a un lamier qui est entièrement soudé, ils vont venir être mis ici, posés. Et ça va être 2 robots qui vont fonctionner en simultané pour souder l'entièreté du lamier. Voilà. Tu vois, celui-là, il n'a pas encore été soudé. Il vient être Donc posé. l'opérateur, il a juste à positionner ses pièces. C'est ça, il positionne bien ses pièces. Et il les pointe peut-être, non? Il les pointe, c'est des fois même le robot qui peut le pointer justement. Voilà, parce que comme le robot il va être calibré, en fait c'est un certain calibrage, et c'est le robot qui va venir souder entièrement le lamier. Le lamier, d'accord. Et après il part à l'usinage. C'est ça, voilà. On l'a vu dans l'autre sens nous, mais... C'est ça, on a commencé par...
Notre robot-ci, c'est aussi un robot de soudure. En fait, il est assez facile à programmer, il est programmable avec une tablette. L'opérateur va venir prendre, va venir déplacer sur la pièce, comme ça. Et Où le robot doit voilà, souder. c'est ça. Et le robot, du coup, c'est facile à programmer. On a besoin d'une pièce, d'une soudure rapide. Paf, le robot va venir là pour un échantillon de pièces. Ok. On va venir et il va venir faire les soudures à la suite. Super. Voilà. Il y a pas mal de robots quand même. C'est ça, c'est pas mal intéressant. autonome, beaucoup de robots qui viennent pour en fait une capacité de production accrue. On a besoin de ça. On a besoin de robotisation pour produire au maximum plus de pièces tout le temps. D'accord. So if on the big robots, it takes 1 hour, 2 hours to program welding. This one takes like 5 minutes. Voilà, du coup, le robot qu'on a vu pour les conditionneurs, le temps de le programmer, c'est 1 à 2 heures, Ouais. en fonction des tailles, etc. Et par contre, celui-là, en 5 minutes, on peut programmer. Du coup, là-bas, ils essayent vraiment de faire par série des mêmes c'est ça, voilà, on en met un conditionneurs. conditionneur. C'est laboratoire. Du coup, on arrive à l'endroit, une fois que les pièces ont fini d'être découpées, pas à moitié usinées, mais pas encore assemblées, elles vont venir au grenaillage. Là, on a les grenaillages grande capacité pour les grandes pièces qui ne peuvent pas passer dans les petites machines de grenaillage. La pièce brute, enfin, la pièce arrive ici, elle est grenaillée et elle va ressortir, on va pouvoir le voir là, complètement propre, prête pour la peinture en fait. C'est une préparation avant peinture. Voilà, du coup ici c'est tous les racks en fait pour venir faire les pièces qui vont passer automatiquement dans les bains. Enfin, grenaillage, bain et ensuite peinture. On a 1,5 km de rails à peu près. Là c'est vraiment l'explication parfaite. On a les pièces qui ont été grenaillées, qui vont être posées et qui ensuite les rails vont les emmener dans les trempements des bains d'acide, etc. pour le traitement, la peinture en poudre, puis dans les fours et elles vont sortir. Là on sent que c'est assez chaud quand même. Les Ah, on sent que c'est chaud, ouais. Ça c'est fini. Ça la pièce est finie, elle va directement partir là-bas. À Elle sera l'assemblage. prête à assemblage. Ok. Voilà, là on arrive au traitement des pièces. Bah, viens, on va se mettre ici, on pourra mieux le voir. Parce qu'en fait, on sait que c'est des machines agricoles qui vont être soumises à des contraintes assez lourdes. Du coup, on doit avoir une peinture qui va tenir dans le temps. Regarde ici, voilà. Les pièces vont venir être traitées, puis rincées. En fait, elles vont subir un traitement chimique un petit peu pour que la peinture accroche mieux et qu'elle dure mieux dans le temps, plus longtemps dans le temps. Et là aussi, tout est automatisé et en fonction des pièces En fait, quand je te dis, elles sortent du grenaillage, elles sont mises sur les étages, enfin sur les sortes de racks, et elles vont passer dans ces couloirs-là, d'1,5 km. Elles vont passer dans les bains, ici, trempées. Elles vont rester certaines plus ou moins longtemps. Elles vont être rincées. Elles vont partir à la peinture poudre et elles vont passer dans les fours et elles vont sortir pour l'assemblage. Ah, là, c'est un peu les premières couches C'est ça, avant voilà. la peinture définitive, quoi. C'est ça. Bah, c'est pour vraiment tout bien nettoyer la pièce et la préparer en fait. C'est une question de préparation de pièce. Là on arrive, une fois que les pièces, enfin le lamier, on va continuer sur le lamier, une fois que le lamier a été soudé puis peint, en fait le lamier a sa propre étiquette. Parce qu'on a une certaine traçabilité sur les lamiers, on va savoir qui l'a usiné, qui l'a monté, qui l'a assemblé. Voilà, et là ça va être la chaîne totalement d'assemblage. Là on a la coque vide et jusqu'à la fin on va voir le lamier complètement fini. Et en fait tout est enregistré chez nous. La personne, on va savoir s'il y a un défaut sur le lamier, on va savoir où, quand, comment. En gros, par exemple, un boulon qui a mal été serré, on va le savoir directement sur l'ordinateur. Non, ça n'arrive pas ce genre d'erreur. Qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais non, ça n'arrive pas parce que ça s'affiche rouge. L'ordinateur va dire ce boulon-là n'est pas assez serré. Voilà. Et tu vois, en fait, le lamier, il va être pris, il va être posé là. Après, c'est un lamier qui est entièrement soudé, évidemment, quand je dis boulon, ça va être pour les modules qui vont être mis dessus. Le lamier va passer d'étape en étape. Chaque opérateur a son étape attitrée dessus. On va venir le plonger aussi. Ici, tu peux voir. Là, on assemble directement avec les pignons, tu vois, les pignons dedans, les engrenages, engrenages surdimensionnés. Une fois qu'il va venir être ici, on va le fermer et on va le mettre dans un bain d'eau sous pression. Et comme ça, le bain d'eau sous pression va vérifier s'il n'y a aucune fuite sur le lamier. Avant Voilà. d'y mettre de l'huile. C'est ça, avant de mettre de l'huile. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème dessus. Et ensuite, voilà, paf, là, les modules vont être mis dessus. Modules, hop, hop. Et après, on va venir rajouter les tambours et les assiettes. Et notre lamier, il sera prêt à l'assemblage. À être assemblé sur la faucheuse. C'est ça, voilà, il va repartir directement dans les magasins assemblage. Et comme je dis, il a toujours son étiquette, on sait quel lamier a été fait quand, par qui et comment. Et pour quelle machine il va. C'est ça, exactement. Voilà, et là par exemple, ça c'est une fin d'assemblage de faucheuse frontale KDF. On a
Là, on est sur la chaîne d'assemblage. Voilà, une fois que le lanier a été assemblé, ils vont être sur le début de chaîne d'assemblage. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont en train de faire des faucheuses frontales. On a vu des KDF. Voilà. Du coup, toutes les pièces qui ont été usinées, préparées, peintes, prêtes à assemblage magasin, elles arrivent ici une par une, chacune avec leur étiquette. Et elles ont une chaîne de montage qui va voilà, finir par la machine complète à la fin. Tu sais combien de temps il faut pour faire une faucheuse? How many times, ça dépend après les faucheuses aussi, les faucheuses frontales, une double arrière, etc. Je vais dire par exemple pour une KDF, how many times that is like manufactured to make one KDF assembly? Should we start with the beginning? From here to here. Maybe 2.5 hours. Pour une faucheuse frontale, de l'assemblage, 2 heures, 2 heures et demie. So it takes like maybe 50 hours to make all the machine, but from the start Voilà. to the beginning. De l'étape de l'acier à l'étape de l'assemblage complet, on a à peu près une trentaine d'heures. Mais là, vraiment l'assemblage pur, 2 heures, 2 heures et demie. Pour une faucheuse frontale type KDF. L'assemblage des faucheuses KDD, KDD STH, conditionneur tapis. Tu vois qu'il y a le châssis qui est venu, on va commencer par mettre les bras. Et ensuite, on va venir assembler le lamier, les tapis, les conditionneurs et les tapis. Du coup, en fait, on a une technique de lean manufacturing, 5S, etc. Du coup, comme on disait, tout est répertorié, tout est tracé, tout est enregistré. Ah, mais c'est on obligé sait que dans pour cette étagère-là, pour voilà, s'y c'est ça. retrouver facilement. Exactement. Sinon, avant, dans l'ancienne usine, c'était pas forcément comme ça, mais maintenant, on sait, on a les billes, tout est enregistré, on sait quelle pièce il manque, quelle pièce est où, quelle pièce va finir sur quelle machine. Niveau traçabilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc là, on est sur, sur une KDD STH. Pas Isobus et on est en 9. Les Isobus, on les reconnaît avec le capot noir, non? C'est ça, voilà. Il n'y a derrière. pas cette centrale hydraulique. Et Isobus, on a vraiment un plus gros bloc ici. Du coup, ici, on est dans le laboratoire test de toutes les machines. En fait, chaque machine qui sort de l'assemblage, qui est prête à être envoyée, va venir être mise ici. On va pouvoir la tester en conditions réelles selon les machines sur différents 20, 30, 40 points différents. On va voir le bruit, l'étanchéité, la vibration aussi. C'est pour ça que vous voyez la sonorisation aussi. Tout est vraiment testé pour être sûr que la machine soit bonne. C'est rentré dans le petit bureau qui est là avec les ordinateurs. Et une fois que la machine est testée sur tous les points et tous les points sont validés, sont bons, on a en fait le sticker test OK, les initiales de la personne qui a vérifié cette machine. Du coup, si on a un souci plus tard pendant la saison, quelque chose comme ça, on va pouvoir savoir d'où il vient le problème, pourquoi, est-ce que ça a été testé, oui ou non. Est-ce que ça a été vu? C'est ça. Qu'est-ce qui vraiment, c'est pour une meilleure traçabilité, une meilleure fiabilité et suivi de machine en fait. Ok. Je trouve cette étape hyper importante. Oui, ça permet vraiment de plus importante de l'usine. certifier la machine. C'est bien beau d'assembler, de produire une machine, mais si elle arrive chez la concession, surtout que nous, on va vendre pour la France, il y a quand même 2000 bornes d'écart. Si elle arrive et qu'il y a un problème dessus, un vérin qui est inversé ou quelque chose comme ça, non, il y a déjà, c'est pas possible. Oui. Mais voilà, au cas où il y a un petit souci, mais ça permet c'est testé, c'est vérifié, on a une fiabilité accrue comme ça pour nos machines. Ok, super. Merci Nicolas. Du coup, voilà, on a vu que les petites machines étaient testées là-bas. Toutes les machines qui sortent sont testées. Et là, on va venir tester sur les grosses largeurs, les grosses machines. Par exemple, là, voilà, une Isobus. On va venir la tester, pareil, sur tous les points. On a l'ordinateur derrière, le sonomètre, sur le bruit, la vibration, etc. Tout va venir être testé. Comme on dit, chaque machine qui sort de chez nous est testée. Il y a le sticker test OK. Beaucoup si à l'export, que ce soit aux US, Amérique du Nord, Amérique du Sud ou même des pays qui sont approvisionnés par bateau, en fait, on a un système où on va désassembler la machine, les mettre en caisse. On a notre propre menuiserie qui sera là-bas, on ira la voir après. Et en fait, chaque machine, c'est ça aussi qui est chez nous, chaque machine assemblée et testée, mais même si elle repart dans des containers comme ça, elle va directement être désassemblée. Comme ça, on sait que la machine est fonctionnelle. Voilà, tu vois, en fait, là, voilà, il y a le nom des après, c'est le machines. concessionnaire qui la remonte. C'est ça, c'est le concessionnaire qui va faire son temps de montage, qui va remonter sa machine. Et là, la KDC, c'est une faucheuse traînée. Ah ouais, d'accord. Faucheuse traînée, tu as tous les éléments, tu as le manuel, tu as des vidéos explicatives, et voilà. Ouais, après, de toute façon, c'est un concessionnaire qui les remonte sur place. C'est ça, mais c'est en fait, on fait une sorte de palette pour entrer dans les conteneurs, pour en faire le maximum. Faut optimiser, quoi. Ouais, tu regardes là, il y a Timothy, c'est un Irlandais, je crois.
agrandissement où en fait on a toutes des machines semi-montées et complètement assemblées. On va voir les endaineurs qu'on va venir stocker ici. Ça, bientôt le terrain va être un peu mieux, mais on a besoin de plus d'espace parce qu'en fait on sort beaucoup de machines et les machines vendues. On verra là-bas, mais là le stock est assez minimum quand même parce qu'on n'est pas encore en full saison. Et quand on sera vraiment dans la saison, on envoie entre 15 et 20 camions par jour qui partent directement pour l'export, que ce soit l'export ou la Pologne aussi. Voilà, là toutes les machines qu'on va voir, on va dire 99% sont déjà vendues. Elles attendent juste d'avoir d'autres machines qui sortent pour compléter les camions, pour les faire partir ensemble. Voilà Nicolas, on arrive devant la partie la la partie plus cool. intéressante, c'est ça, tout ce qui est faucheuse. Mais bon, comme on disait, là encore, c'est pas si impressionnant que ça, parce que normalement ça va venir jusqu'ici, on a un stock qui est complètement plein. Là on n'est pas encore dans la saison, mais on a tout ce qui va être nos faucheuses arrière-grid, conditionneurs, fauche à plat simple, conditionneur, tapis. J'ai presque un regret de l'avoir acheté trop tôt. Peut-être trop tôt, ouais. Parce que t'aimes bien les couleurs noir et vert comme ça. Ah, noir et vert, on ça change va un peu de vraiment bien design ensemble. avec les rappels rouges pour ce qui va être praticité d'utilisation. Ouais. Les loquets, sécurité aussi, les loquets, la hauteur de lamier, etc. Non, c'est... Tu vois, mais bon, C'est vraiment là, après, t'avais pas forcément le temps de venir en saison, mais en saison, tu vois que c'est beaucoup plus rempli. Et dans tous les cas, là, comme tout est vendu, le stock va pas se remplir non plus énormément, parce que les machines, là, dès qu'elles arrivent, elles restent là quelques jours à peine et elles repartent directement sur camion. Ouais. Allez, je vais faire 2-3 petites vues de drone là tout à l'heure. On va aller là-bas, tu verras, comme ça, tu seras déjà en hauteur. En gros, voilà, du coup, les limites de l'usine, pour l'instant, ça s'arrête ici. On était vraiment à l'étroit quand l'usine était en ville, mais maintenant, moderne, voilà, ça s'arrête là. Et par contre, ces terres-là appartiennent aussi au patron. Et en fait, il y a une volonté dans les années futures, pour la vitesse de production et surtout la demande croissante de nos machines, il y a la volonté, si tu regardes ici, en fait, on va voir tout le terrain qui est ici, qui appartient, de faire une deuxième usine. D'accord. Voilà. Du coup, il y a le but dans les années qui vont suivre, un second investissement d'une usine, celle-là est déjà très moderne et au top fini, comme je disais, 1400 personnes, capacité d'accueil. Une fois que ce sera atteint, on va devoir se pencher sur la deuxième usine. Pour vraiment répondre C'est à ça, en une fait, c'est demande une demande mondiale. croissante et comme on peut le voir, en fait, là la production, elle n'est pas encore aux limites de ses capacités. L'usine toujours des petites améliorations qu'on peut toujours faire, mais on a besoin de vraiment, c'est ça, une croissance mondiale. Ça commence à être reconnu dans beaucoup de pays partout et on a cette demande énorme. Donc, même en Pologne aussi, où par exemple cette année, on sait que tout ce qui va être concessionnaires polonais ont commandé 60%, 70% de plus que l'année précédente. Ah ouais. Du coup, ils ont vraiment un gros volume de vente cette année en Pologne. Ce qui nous, des fois, est un peu problématique pour nous parce qu'on a des délais pour nous, on va dire la France, les États-Unis, etc. On a des délais qui sont un peu rallongés quand on a des nouvelles machines. Ouais, priorité à la Pologne. En fait, c'est pas ça, c'est que l'usine, là, elle est pleine, la production, comme on a dit, tout ce qui sort est vendu, voilà, pour la Pologne, etc. Du coup, les machines qu'on peut rajouter, elles vont avoir un délai un petit peu plus long. Un petit mot, donc il y a aussi... Oui, c'est ça aussi. Par contre, on fait beaucoup de lames à neige. On va dire, en Pologne, il y a un peu plus de neige qu'en France. On va avoir 1 mètre, 2 mètres facile. Et du coup, on a une grosse gamme de lames à neige. Et également fraise à neige, on peut voir. C'est ça, voilà. Tout ce qui est broyeur. Broyeur, épareuse, tu peux les voir là-bas, broyeur, épareuse, et même épandeur à sel pour tout ce qui va être voirie. Ok, bon, c'est vraiment chouette. Et là, il y a les endaineurs à tapis. Ah, on va aller y voir. Ça se vend beaucoup. Kazakhstan, ces pays-là. Ouais, des pays où ils ramassent de la petite herbe, des luzernes, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Bah, du coup, Nicolas, on a pu beaucoup visiter l'usine, beaucoup se promener, aller dans les bureaux, voir les ingénieurs, voir des petits trucs qu'on n'a pas pu filmer. C'est ça, voilà. Donc là, tout de suite, on est dans le showroom de présentation, un peu des machines, des belles machines, grande largeur. C'est ça, voilà, en fait, dans notre showroom, on va venir présenter pour que ce soit les clients, tout le monde, les concessionnaires ou quoi que ce soit, un peu notre gamme produit. Et tu peux voir comme on a l'endaineur, faneur, etc. Bon, il n'y a pas de faneur mis ici, mais on va voir les faucheuses. Et les faucheuses, par exemple, comme celle-ci, mis en position de travail pour voir un peu réaliste à quoi ça ressemble dans un champ, attelé sur un tracteur. Okay. C'est ça. C'est vraiment cool de pouvoir voir tout ça. Et du coup, on a fait à peu près le tour de tout. Ouais. Moi, je vais refaire un peu. On va refaire un petit dernier avec le drone si tu veux, etc. Ouais, on a fait le tour de la drone, plaque d'acier jusqu'à la fin d'assemblage. Et allez, on va faire ça. Je fais 2-3 vues dans le showroom parce que c'est quand même chouette quand on voit les vidéos en présentation. Des trucs techniques un peu sur les machines ou quoi que ce soit, n'hésite pas si tu veux. Ça marche. Il y a même le boîtier Isobus. C'est ça, là on peut aller voir sur la Isobus en fait. Il y a le boîtier pour montrer comment c'est piloté directement. Et en fait, c'est assez intuitif, mine de rien. Voir, tu peux régler tes pressions. toutes les fonctions qu'on a. C'est ça, tu peux régler tes pressions. Tu as la frontale qui est connectée avec l'arrière. Tu as ta vitesse d'avancement des tapis. Alors attends. Voilà, tu peux augmenter
Tu peux descendre, tu peux 1 ou 2, voilà. En fait, comme avec la frontale et la relevée, tu peux rebaisser. En fait, tu vas avoir le système Isobus de la frontale et l'arrière qui est connecté directement ensemble. Quand tu achètes un ensemble, en fait, tu vas avoir la frontale et l'arrière qui vont être connectés et qui vont être pilotés via le panneau. Tu peux avoir le panneau directement en tracteur dans la cabine ou le panneau de contrôle qu'on peut proposer. Ok. Et ça marche aussi avec le GPS par exemple pour C'est les ça, pointes. voilà. En gros, maintenant dans les mises à jour, en fait, on peut avoir, c'est que quand tu arrives dans une pointe, le GPS, en fait, il va le savoir. Et du coup, ça va faire automatiquement, ça va lever ta faucheuse automatiquement. Avant, on pouvait programmer comme on voulait. On peut toujours le faire, mais maintenant avec le GPS, ça va Vraiment venir se se faire en automatique. C'est ça, voilà, exactement. Ok. Après, là, c'est un mode démo. Du coup, c'est pas vraiment le mode que tu peux avoir au champ, mais voilà, par exemple, tu as le mode route, tu fais ça, les verrouillages, etc. Tout est accessible. Tu peux allumer, éteindre les lumières. Moi, évidemment, c'est pas connecté, Oui. mais voilà. C'est assez intuitif et puis ça reste quand même beaucoup plus pratique qu'un boîtier classique. Je trouve les machines, ça fait pas longtemps qu'on les a et elles évoluent quand même assez C'est vite. ça en fait, on essaie d'évoluer au maximum. Comme je disais, on a le cœur de la machine qui est le lamier, après on essaie toujours d'améliorer des trucs de continu. Comme tu vois, la dernière nouveauté, à part les couleurs, c'est vraiment les éléments rouges. Les éléments rouges, c'est ce qui va être praticité d'utilisation. On essaie de faire des machines qui sont faciles à utiliser parce qu'on sait que la plupart, mais des fois on peut avoir des problèmes et c'est un problème d'utilisation. On va dire que c'est que la personne ne sait pas vraiment comment utiliser, comment régler sa machine. Tu regardes, voilà, sur des comme les faucheuses frontales, tu as la boîte à couteau avec la clé qui est en rouge, tu as les béquilles de rangement qui sont en rouge, etc. Tu as même un truc pour tenir le cardan. Ouais, il y a des qui est en codes rouge. couleurs. C'est ça, voilà, du coup, même là sur la frontale, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui sont les points importants? Tu as ton crochet pour mettre en transport, pour sécuriser ta machine. Les deux flèches. Voilà, pour, tu as les deux flèches pour que ce soit la bonne odeur de coupe. Là aussi, même par exemple sur les XDF, tu remontes. Bon, c'est pas en rouge, mais tu vas avoir les points de graissage qui sont centralisés dessus. Tu as des petits éléments comme ça. Là-bas, tu vois le manomètre pour la pression, pour régler ta pression accessible dès le tracteur, tu le vois comment elle est. Tu as le crochet de verrouillage automatique. Voilà, et après, voilà, sur l'arrière aussi, tu vas avoir ici tes deux petites flèches pour être sûr de la bonne hauteur. Tu as tous ces petits détails-là. Et du coup, là, Nicolas, je trouvais quand même important de parler de la nouvelle frontale, la XDF, donc qui est disponible avec conditionneur. C'est ça, en fait, on est disponible conditionneur à doigt, pas encore à rouleau, ça va venir, et là bientôt elle va sortir sans conditionneur du tout. D'accord. En gros, elle vient pas remplacer la KDF, mais elle vient compléter la gamme. C'est ça, voilà. En gros, ce qui va se passer, c'est que sur les déjà il y a un côté design, on va dire le terme de capot, etc. C'est un peu plus Ça a été moderne. travaillé. Voilà, on va pas se mentir. Et surtout les avantages techniques principaux comparés à une KDF qui est toujours au catalogue, qui marche très bien, mais on va par exemple avoir plus grand débattement. On peut monter jusqu'à 80 cm, on va dire plus 50. Ah oui, ça permet de garder le relevage plus haut et d'avoir mieux de dégagement pour sauter les andins. Tu vas avoir 53 moins 30, du coup 80, un peu plus de 80 cm, et surtout moins 11 et plus 11 degrés, du coup 22 degrés pour le suivi de terrain. Du coup, tu as vraiment un très bon suivi de terrain. Tu es en suspension hydropneumatique. D'accord. Voilà. Et avant, là-bas, c'était à ressort. C'était à ressort. Bon, celle-ci, elle n'a pas de conditionneur, mais globalement, c'est pareil, à ressort. Et surtout, là, le truc majeur dessus, c'est qu'on va avoir ici, si tu peux venir voir avec la caméra, en gros, ici, on va avoir le conditionneur qui est comme à l'arrière sur les KDD que tu as. Ah ouais, avec je vois, un c'est boîtier. le même boîtier. Exactement. Donc, moi, je m'en sers beaucoup, ça, quand je fais du foin. Ouais. Je le fais tourner moins vite et ça a tendance à ça, mieux laisser en 700 le tours. planter l'herbe Voilà. et à faire des andins mieux aérés. Je pense que ça matraque moins l'herbe pour faire du C'est foin. moins agressif, on va C'est dire. moins c'est ça. agressif, En ouais. gros, tu peux. Normalement, sur ta frontale que tu as, toi, tu es censé inverser les poulies. Tu peux le faire, Oui. mais généralement, on sait que c'est rarement fait. Ouais, Ouais, c'est on pas va pas se pratique. mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. Du coup, c'est pour ça que sur la frontale, on a décidé de mettre, vous avez en fait, voilà, 1000 tours, 700 tours, comme à l'arrière, un petit clic, c'est ça, on fait tourner un peu le conditionneur et c'est bon. Et du coup, voilà, c'est ce qui va permettre. pratique. Et ensuite, donc il y a l'arrière en isobus ici. C'est ça. Et donc là, Et là, Grégory on nous a sorti le grand jeu. C'est ça, voilà, c'est la dernière version du dernier prototype, version MRG. l'endeneur à tapis. Le MRG, l'endeneur à tapis Isobus, du coup celui-ci. Donc c'est la Isobus, version la plus poussée. de ce qu'on a sorti pour l'instant, ouais. Il n'est pas encore Et au on sent catalogue, quand mais il arrive. Quand on parle avec les gens de l'usine, il y a une certaine fierté à avoir sorti cette machine. C'est ça, cette machine-là, ils sont plutôt quand même très contents de ce qu'ils ont fait parce que déjà l'endeneur à tapis se vendait beaucoup dans certains pays, il y a une grosse demande. Et là, c'était ce qui nous manquait en fait, le côté Isobus. Et on n'a pas fait juste un ajout d'Isobus, on a ajouté aussi quelques petites options, quelques mécanismes différents. Si tu peux voir là, par exemple, il y a une sorte de toile d'andin, une bâche oui, d'accord. qui va venir pour en fait ton andin, savoir sur le côté quelle largeur tu veux l'avoir. On a toujours aussi, on va avoir, avant il y avait des petits rouleaux, des gros rouleaux. En fait,
tout va pouvoir se piloter, on va pouvoir modifier parce que c'est des machines qui sont polyvalentes, mais mieux vaut choisir bien ces petites options pour savoir dans quoi on va travailler. Et par exemple là, c'est le dernier, c'est les rouleaux. En fait, vous allez avoir des rouleaux qui vont être réglables hydrauliquement ou aussi via on peut régler avec une manette. En fait, on va pouvoir régler l'inclinaison des rouleaux pour savoir si on veut faire plus haut ou moins haut. On peut avoir des rouleaux, des disques, même si les disques, on évite de trop les conseiller on va dire en France, parce que ça peut mettre le feu un peu aux parcelles, ou des rouleaux plus petits. D'accord. Et si tu passes. Et donc là, c'est réglé. Là, c'est réglé mécaniquement. Là, c'est mécaniquement, mais ouais. on va travailler sur une sorte de réglage hydraulique. D'accord. Je crois que c'est de l'autre côté, parce que celui-là, comme c'était un peu une démo de montrer à quoi ça ressemblait, on avait tout. En fait, voilà, on essaie d'avoir des machines réglage manuel ou réglage hydraulique en option. Ok. Et là, après, on a aussi. Comme je disais, facilité, en fait, on a des machines, on les perfectionne aussi par la facilité d'entretien, facilité de suivi. Voilà, tu vois, c'est tout bête, mais tu as les points de graissage qui sont là, ils sont tous numérotés, comme ça tu vas pas les oublier, tu n'es pas obligé de chercher à gauche, à droite de la machine. On essaie de centraliser tout. 1, 2, 3, ça va jusqu'au 13. Pour pas en oublier. C'est ça, voilà. Et donc large possibilité de faire de la dépose latérale, de la des dépose deux côtés, centrale. centrale et un côté. Voilà, on a tout. Et là, on voit une petite vue éclatée du lamier. C'est ça. Voilà, du coup, le lamier, en fait, c'est vraiment comme dire le cœur de la machine. On a un lamier qui est entièrement soudé. Et on va venir, on appelle protection 360 parce qu'en fait, on a le lamier qui est ici. Première protection, on a des pignons qui sont surdimensionnés, vraiment des pignons surdimensionnés, qui se touchent sur 3,5 dents. On a, voilà, il est fermé. On a une couche en dessous qui va venir protéger, insert, et on a le patin en dessous. Du coup, on va dire, pour arriver au pignon, on a 3 couches d'acier. Du coup, autrement dit, jamais vous allez user ou abîmer ou ouvrir le lamier. On a ça, et après, on a le module qui va venir dedans. En fait, le module qui tient les assiettes, c'est le module qui est ici, en impression 3D. Où en fait, on a une clavette, c'est ce que tu as chez toi. Voilà, une clavette qui est horizontale. Verticale, excusez-moi. Verticale qui va venir, si vous prenez un caillou, une pierre, quelque chose comme ça, c'est elle qui va venir cisailler. En gros, du coup, quand elle va être cisaillée, ce sera ça qui va être à changer directement. On n'a pas besoin, c'est pas l'axe du module qui va venir se cisailler. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le lamier. Non, ce que vous faites, c'est que du coup, il y a les 4 boulons ici. Ce qu'on conseille toujours de faire, c'est d'avoir un module dans le tracteur. Vous êtes au champ, voilà, hop, tu changes, tu en as pour 5 minutes. Et une fois revenu à l'atelier, tu enlèves la clavette avec une presse, et puis voilà. Et bien sûr, le changement des couteaux. Changement rapide avec la clé. Ça. Sur tous les lamiers. C'est ça. Certains, des fois, sur les salons, nous disent mais ils sont boulonnés. Non, non, ils sont pas boulonnés. Non, c'est le pieu qui. C'est ça, voilà. En gros, il y a une sorte il y a le boulon qui est là. Ça évite de changer il y a un petit ergot. toute ton assiette si tu pètes un ergot, quoi. Tu mets la clé, tu ouvres, tu vas venir changer. Il y a un petit ergot. Si tu casses aussi le couteau, il va rester accroché dessus. Ouais. Et on a des couteaux, des ressorts contre-couteaux ici qui ont un petit ergot, ce qui va venir un peu auto-nettoyer le lamier. En fait, quand il va faucher, il n'y aura pas de matière qui va venir s'accumuler ici. Ouais, je vois à l'utilisation, c'est pas les lamiers les plus difficiles à laver. Non, ça reste relativement simple. Et comme on voit, on a 2 types de lamiers, comme tu as pu montrer, sur un peu notre gamme machine légère pour la montagne alpine. Sur les Alpina. C'est ça. Et après, tu as le gros lamier qu'on vend sur principalement la plupart de toutes nos faucheuses. Ok. Et ben, je te remercie, Nicolas. On va aller refaire 2-3 vues et on conclura cette vidéo. Hotter than a blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside my truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. 3, 4, hey. Looks wild, but you know we're right at home. The louder the better, cause with us anything goes. Life of the party, we're the feature of the show. You already know. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight.
Bon, du coup, Nicolas, on conclut Cet cette épisode. vidéo, cette petite vidéo visite d'usine. Grégory a tenu qu'on vienne ici. C'est ça. Donc explique un peu où on est. Ici, on va C'est dire un c'est le monument palais un peu Branicki. historique. C'est ça, un palais un peu historique de la ville, le palais Branicki, qui était le palais de l'empereur Branicki en La Pologne à ville de l'époque. Białystok. C'est ça. Białystok. Et depuis, ça a été transformé en université de médecine, assez réputée quand même en Pologne et notamment en Europe. Et maintenant, comme l'université a quand même grossi, elle a été déplacée, maintenant c'est devenu un peu un musée de la ville, ce qui retrace un peu l'histoire de la Pologne. Ok, sympa. Et en Voilà. face, il y a une cathédrale, une église. C'est ça, il y a pas mal d'églises, c'est la plus grosse cathédrale orthodoxe de Białystok. D'accord. C'est ça, sur la place. Bon. Eh ben, je te Non, mais remercie y a Nicolas pas de de nous souci, avoir j'espère que ça t'a emmené plu, jusque-là. vraiment, Ça ouais, nous dépaysé a un petit énormément plu. On a vu autre chose. On a vu vraiment, je voulais vraiment voir comment étaient fabriqués les groupes de Foch. On a pu voir toutes les étapes de partir de l'arrivée de la tôle qui est rentrée dans le stock au produit final prêt à être livré chez tous les clients dans le monde entier. Donc j'espère avoir réussi à bien montrer tout ça sur les vidéos, c'est pas toujours évident de filmer. Moi j'ai trouvé que par rapport aux usines que j'ai pu voir en France, il y a encore beaucoup de choses qui se font à la main. Et ce qu'il faut bien souligner, et pour conclure là-dessus, c'est que Samash, ils veulent vraiment maîtriser toute la production de A à Z. Du coup, en fait. Vraiment Sur tout de ce qui petits est- trucs à la voilà. grosse machine, en fait, on va tout maîtriser de A à Z, le plus d'éléments possible. Certains on peut pas, mais la Tout ce, plupart des éléments. tout ce qui touche au métal, ils essayent de le faire eux-mêmes. C'est ça, voilà. Et ensuite, il y a un peu les composants, les blocs Mais hydrauliques. certains, comme on a pu voir, par exemple, il y a certaines durées, des flexibles qu'on essaie de faire nous-mêmes, mais on est obligé d'acheter le reste. Mais 90% de la faucheuse, c'est fait à la maison, à l'usine. C'est nous Et qui c'est faisons. pas uniquement de l'usine ne Voilà. sert pas uniquement. C'est pas non plus on reçoit des d'assemblage. pièces à gauche à droite de prestataires et qu'on assemble et qu'on fait un coup de soudure. Non, c'est vraiment comme tu as vu, hein, tu verras dans la vidéo. la Les tôle, plaques vous la d'acier découpez. arrivent, sont découpées et tout part et à la fin on reçoit une faucheuse qui sort. Voilà, super. Et merci beaucoup Il n'y Nicolas. a pas de souci, je te remercie aussi Arthur On d'avoir se fait le déplacement. retrouvera au sommet de On se l'élevage. retrouve au sommet, comme chaque Et année. puis voilà, allez, salut.